les prendre, pas de souci. Ça y est, on est en live. Bonjour à tous. Bonjour pour le premier webinaire du mois de novembre sur Digiformag. Alors, je suis très entourée aujourd'hui. Je suis ravie. Je suis avec donc 3 participants qui sont 3 auditeurs, 3 membres aussi de OF Connect. Donc, bienvenue Steven, Émilie et Bernard d'avoir pris le temps de passer 1 heure avec nous. Merci à vous d'être là. Donc, avant de commencer, on a mis un petit sondage pour savoir un petit peu qui vous étiez. Est-ce que vous avez déjà été audité ou pas? Donc, je vous laisse participer sur le sondage Livestorm, qu'on sache un petit peu, effectivement, voilà, si vous êtes, comment dirais-je, déjà OF, Calliope ou pas du tout. Donc, l'idée, c'est que tous les 4, aujourd'hui, on va parler de votre métier, on va parler de choses qui sont un peu personnelles aussi, de comprendre vos missions et puis peut-être de dédramatiser un peu Calliope parce que depuis près de 2 ans maintenant, beaucoup d'OF ont passé des moments de stress assez importants. Et je pense que vous, auditeurs aussi, vous êtes contents de prendre la parole pour expliquer aux gens que non, votre métier, ce n'est pas le pire métier du monde et que vous êtes là pour les aider et surtout pas pour les brutaliser, si je puis dire. Alors, est-ce que, donc, on peut commencer par un petit tour de table? Émilie, je te laisse la parole. On va donc rapidement se présenter. On va se prendre une demi-heure ensemble pour échanger et on se gardera le temps, évidemment, pour vos questions sur la deuxième partie du webinaire. Déjà, est-ce que tout le monde nous entend? OK. Est-ce que le son est bon? Bonjour Stéphanie, bonjour Samuel, bonjour Yves. Voilà. Donc, dites-nous bien si le son de votre côté est correct, si l'image est correcte. On espère que la connexion tiendra la route pendant cette heure-là. Donc, il y a quelques personnes qu'on connaît déjà. Bonjour Valérie. Bonjour Lucille. Super, très bien. C'est parti. Émilie, je te laisse le micro. Présente-toi en quelques mots. Et puis après, Steven et Bernard, je vous laisserai continuer. Donc, bonjour à tous. Émilie Vandael. Je suis auditrice depuis fin 2020. À côté de ça, en fait, ça fait 17 ans, moi, que j'ai une expérience en tant que responsable formation et administrative dans différents organismes de formation. Alors, l'audit, aujourd'hui, pour moi, ça représente environ 1/3 de mon temps de travail, car je suis co-gérante d'un organisme de formation et je réalise aussi des accompagnements, justement, sur la mise en place de la certification Calliope. Ça marche, voilà, merci. Merci, Émilie. Steven, je te laisse poursuivre. Ouais, bonjour tout le monde. De mon côté, donc c'est Steven de Montreuil. Moi, ça fait bientôt 2 ans, 1 an et demi d'audit. Je travaille avec plusieurs certificateurs et un peu comme Émilie, c'est entre 1/3 et la moitié de mon temps. Ça fluctue en fonction des besoins et des demandes. Je suis basé en région parisienne et on va dire le quart nord du territoire, parce que ça nous arrive de se déplacer un petit peu plus, effectivement. L'autre moitié de mon temps, moi, je l'occupe en ayant une casquette dans l'univers du BTP où voilà, suivi de chantier, gestion et toutes ces choses-là et formation, forcément, dans l'univers de la sécurité et de la prévention. Voilà. Ça marche. Et tu as déjà fait un webinaire avec nous sur l'audit de surveillance il y a à peu près 6 mois, si je ne dis pas de bêtises. C'est à peu près ça, c'est ça. Où le but aussi était de dédramatiser un peu, effectivement. Ça marche. Ok, merci Steven. Bernard, je te laisse clôturer le tour de table. Bien, merci, bonjour à tous et ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. On s'efforcera d'y répondre au mieux, quoi. Voilà, moi je suis donc implanté sur la région PACA, donc à Toulon précisément. Moi je suis donc, au contraire de mes confrères, enfin consoeurs et confrères un peu plus anciens sur le métier. Donc moi ça fait 20 ans que je fais de l'audit. Alors pas à Calliope, effectivement, moi j'ai commencé en fin 2019. Voilà, mon premier audit au mois de décembre, c'était les prémices de Calliope. Après, on s'est monté en puissance sur les audits, forcément. Comment dirais-je? Bon, après, moi j'ai fait beaucoup d'audits sur le management, pour lesquels je fais de la formation et puis l'accompagnement. Voilà. Donc, un peu comme Émilie et puis Steven, moi, je dirais que je suis à 25% sur mon activité au niveau des audits. Je fais beaucoup d'accompagnement sur la gestion des risques, sur les risques chimiques, enfin beaucoup de choses, quoi. J'ai une grosse palette. Mais l'audit, c'est vrai, c'est quelque chose qui me passionne, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, il me semble. Voilà.
Ça marche. Quand on a préparé ce webinaire tous les quatre, on s'est dit c'est vraiment intéressant que quand même les gens qui participent, qui sont là aujourd'hui, comprennent aussi pourquoi vous avez choisi de faire ce métier, en tout cas cette mission-là, pourquoi vous la faites encore aujourd'hui et qu'est-ce qui vous passionne dans cette fonction. Donc la première question que je vous pose évidemment, c'est qu'est-ce qui vous a incité à aller vers ce métier d'auditeur Calliope? Hormis sans doute aussi de compléter vos revenus, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Donc voilà. Émilie, je te laisse peut-être commencer le... Alors, lors de ma dernière expérience en tant que salariée, en fait, je travaillais avec des auditeurs ISO et des auditeurs MAS, le MAS pour entrer sur les sites pétrochimiques. Donc, j'ai vu un peu ce qu'était le métier d'auditeur. Et puis, un jour, j'ai rencontré Bernard, justement, qui était auditeur pour les organismes de formation. Et donc, je me suis dit, mais tiens, ça fait des années que je suis dans la formation. Il y a des audits qui existent, faits par des auditeurs. Le monde de l'audit, ça pourrait être intéressant pour moi. Voilà comment je suis arrivée à devenir auditrice. Je suis allée me former. J'ai fait une formation auprès d'AFNOR pour devenir auditrice. J'ai validé une certification. Ok, non, on t'entend, c'est bon. Tu peux y aller. Non, mais ça va. Voilà. Donc, j'ai validé ma certification et puis après, j'ai postulé auprès de différents cabinets de certification pour devenir auditrice. Voilà. Ok, ça marche. Bon, un parcours plutôt logique et cohérent. Ça marche. Steven, quelle a été qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à aller vers... Le point de départ est à peu près similaire. C'est effectivement la partie suivi, gestion de chantier, effectivement, où tout un paquet de normes, de certifications, de référentiels à appliquer et à les appliquer, mais du point de vue organisme. Et à un moment, le mettre en place, moi, de mon côté, c'était quelque chose qui était relativement logique. Et je me suis dit que dans mon parcours, ça allait être une corde supplémentaire à mon arc que de passer de l'autre côté et justement aller voir un petit peu comment les autres prestataires peuvent appliquer effectivement le référentiel et Calliope en lien avec la formation, accessoirement, de par ma casquette, effectivement, comme Émilie, où je m'occupe un petit peu de formation professionnelle aussi. Voilà. Je vois que dans le chat, on a aussi quelques auditeurs, donc c'est chouette. N'hésitez pas aussi à répondre aux questions par écrit. Ça permettra de poursuivre le débat entre nous. Donc, Dominique, bienvenue. Je fais un petit point avant de laisser la parole, Bernard, sur le sondage. Donc là, globalement, la plupart ont passé l'audit initial et attendent l'audit de surveillance. Donc, très bien, impeccable. Et Bernard, quel a été, toi, en tout cas, ton leitmotiv sur ce projet ? Moi, j'ai tendance à dire que, alors bon, moi j'ai commencé évidemment pas par Calliope, c'est évident. Moi j'ai commencé par des audits sur des référentiels ISO 9001, 14001, 22000, enfin pour ceux qui connaissent, quoi, des référentiels internationaux. Bon, naturellement après, le fait que je connaisse beaucoup de monde, j'ai été, comment dirais-je, donc sollicité pour Calliope, voire même un petit peu avant sur des référentiels donc optiques aussi. J'ai travaillé pour ça. Après, moi, ce qui me passionne, effectivement, en fait, c'est un peu maso ce que je veux dire, mais moi, j'aime bien appréhender un référentiel pour essayer de le comprendre au mieux, pas l'interpréter à ma façon, pas la façon de Bernard Valera, mais vraiment le comprendre. Et puis, ça me permet à la fois d'être au plus près de l'exigence. Et puis, lorsque j'accompagne, aussi pour Calliope, j'en ai fait, un peu comme Émilie et certainement Steven aussi. Ça me permet d'être très, très précis sur les attentes, quoi. Okay. Voilà, je dirais que c'est plutôt, comment dirais-je, c'est le fait d'échanger déjà, la communication pour moi, qui n'a pas été au début un exercice facile, de par mon expérience pluridisciplinaire. Je ne parlerai pas forcément ici, mais voilà, donc la communication pour moi c'était un challenge et l'audit pour moi c'est un bon moyen d'échanger, voilà, d'écouter, d'avoir une vraie posture, d'analyser ce que vont dire les personnes et puis les conduire vers cette amélioration qui est attendue. Voilà. En fait, c'est une passion. Alors, justement, je rebondis sur ce que tu dis, Bernard. Alors, apparemment, on ne m'entend pas. Donc, j'espère que de votre côté, ça va.
Vous m'avez bien dit en préparant le webinaire, vous n'êtes pas là pour interpréter le référentiel. Et ça me permet aussi de dire aux gens, l'auditeur n'est pas là, effectivement, n'arrive pas tout seul avec un peu le vie ou le mort sur les OF. Vous avez un cadre de travail, vous êtes accompagné par vos certificateurs. Donc, quel est un peu ce cadre de travail et dans quelles conditions vous êtes formé et accompagné aussi en tant qu'auditeur? On a beaucoup de webinaires déjà organisés par les certificateurs. On est formé, on est audité aussi. Hein, je pense que Steven peut d'ailleurs en parler. Il va bientôt avoir son audit réalisé par le COFRAC. Donc voilà, c'est cadré en fait hein, au niveau des certificateurs, au niveau du COFRAC, c'est très cadré. Ouais. Ouais, c'est comme pour c'est comme pour vous du point de vue organisme de formation. On a un référentiel, on a des façons de travailler, on a des lignes d'arrivée à atteindre pour chaque indicateur. Et ben c'est la même façon de fonctionner pour nous. Effectivement, aucune interprétation. Le but du jeu, c'est d'être factuel et de valider le niveau attendu pour chaque indicateur. Et de l'autre côté, pour nous, auditeurs, effectivement, on a une formation initiale et après, avec nos différents certificateurs, on a des webinaires, des séminaires, des choses comme ça, voilà, pour corriger le tir, pour nous faire monter en compétences, pour justement qu'on accorde tous nos violons entre auditeurs pour qu'il y ait le moins de disparité possible. Voilà, plus le temps va avancer, plus ça va nous aider tous en ce sens. Et vous pouvez aussi, à un moment donné, tu me disais, Émilie, si un OF n'est pas à l'aise avec vous, il peut en tout cas en faire part au certificateur et vous pouvez, vous, être, alors je ne dirais pas renvoyé, mais en tout cas… Alors, c'est Steven qui te disait ça hier, mais effectivement, oui, l'organisme peut dire l'audit ne s'est pas bien passé, j'aimerais changer d'auditeur. Voilà. C'est pas un souci, hein. Au contraire, il vaut mieux le demander si on n'est pas à l'aise avec l'auditeur. Ça marche. Bernard, toi, tu avais peut-être une remarque justement sur le fait de ne pas interpréter les référentiels? Oui, voilà. Donc, en fait, moi bon, je pense que tout le monde le fait comme ça, mais en fait, il faut savoir, pour rajouter une petite chose à ce qui a été dit par Émilie et Steven, c'est qu'en fait, à la base, tout au début, au début, ça a été un peu compliqué. Attendez-moi, c'est en direct. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, il a fallu répondre à la demande, essayer en fait d'avoir une batterie d'auditeurs conséquente sur l'ensemble de la France, quoi. Et en fait, l'homogénéité n'était pas forcément acquise au début, parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont été recrutées pour faire de l'audit, et majoritairement, les gens ne venaient pas du milieu comme le mien, de l'ISO, où on était vraiment habitué à faire de l'audit, et puis à la fois cette compréhension du référentiel, et puis la posture de l'auditeur. Donc en fait, beaucoup et c'était pas un mal, attention, hein, pas une critique, hein, mais venaient du monde de la formation, quoi, comme Émilie. Alors, pour ces personnes-là, il a fallu quand même les aider, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu souvent des webinaires, il y a eu souvent des recadrages, comme a dit Steven, pour qu'on ait un discours qui soit homogène. Je vais être sincère avec vous, il n'est pas toujours homogène, il y a toujours des disparités, hein. Les personnes qui sont en ligne aujourd'hui, qui nous écoutent, pourront en témoigner aussi. C'est la difficulté. Un auditeur n'est pas pareil qu'un autre. Bon, après, derrière, mais on essaie de gagner en homogénéité, en conclusion d'audit sur des constats qu'on peut faire. Bon, voilà. Après c'est pas du cas par cas. Bon, même si on est individuellement, nous, évalués tous les ans. Bon, et après, effectivement, si on a un rapport qui rentre pas forcément dans le cadre, on revient vers nous, hein, de manière à effectuer des corrections. Enfin, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2019, depuis les premiers audits, j'ai le sentiment quand même que tout le monde est monté un petit peu en compétences. Voilà, donc oui, les OC, les gens qui nous missionnent, en fait, prennent soin de nous, comment dirais-je, nous font monter en compétences. Après, je ne vous cache pas que nous, entre nous, on monte aussi en compétences, puisqu'en fait, on partage beaucoup. Voilà, avec Émilie, je partage souvent. Vous avez entre vous des groupements d'auditeurs aussi, vous pouvez partager vos expériences, et puis ça existe aussi.
Oui, tout à fait. Voilà. On est souvent sur des groupes WhatsApp, puis on partage, et puis on essaie Ok. de se voir, comme là, hein, en visio, quoi. Donc on essaie de comparer un peu nos points de vue, quoi. Et quand on n'est pas d'accord sur un sujet, on essaie de l'expliquer pourquoi, quoi. Enfin, bon, sur Calliope, il n'y a pas forcément 50 façons de répondre à l'exigence, quoi. Enfin, Mm. si, mais en fait, l'idéal, c'est de bien comprendre le niveau attendu, quoi. D'ailleurs, moi, en audit, c'est ce que je fais, quoi. J'attends que les personnes, Et, au départ, et pardon. justement sur ce rapport avec les OF, quand vous arrivez, donc quand l'audit démarre, j'imagine qu'en amont, donc vous avez une communication avec eux, évidemment. Comment ça se passe, cette première rencontre, notamment pour l'audit initial? Comment vous vous y prenez? Je ne sais pas, toi, Émilie, si tu as, maintenant que tu as fait près de 90 audits, c'est ça? 90 audits. 90. Maintenant, tu es rodée, ça va, mais comment ça s'est passé au départ? Honnêtement, alors le premier audit, un peu stressé, le deuxième aussi, mais en fait, c'est un échange avec l'organisme de formation, donc on est pour moi, on est au même niveau. Je suis pas au-dessus d'eux. Clairement, voilà, on a une réunion d'ouverture hein, quand on fait un audit où on se présente, l'organisme de formation se présente. Et c'est vrai que moi, dès la réunion d'ouverture, je les rassure en fait. Je les rassure en leur expliquant que aujourd'hui, voilà, on est dans un moment d'échange, qu'on n'est pas ouvert, on n'est pas fermé, pardon, excusez-moi, on n'est pas fermé à la discussion et s'il venait à y avoir par exemple une non-conformité, on peut en rediscuter et trouver. Voilà, la personne peut trouver la solution pendant l'audit. C'est pas un souci. Ouais. Ouais. Le but, c'est. Je sais que moi, ma façon de faire, j'ai tendance à les rassurer. Voilà. Au début, c'est très stressant, mais je tiens à dire aussi que je suis organisme de formation, que j'ai passé mon audit Calliope et même en étant auditrice, j'étais stressée. Ça ne m'a pas empêché d'être stressée le jour de mon audit parce que je ne sais pas quel auditeur j'ai en face de moi, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas les questions qu'on va me poser. Même si je suis pratiquement sûre d'avoir la réponse parce que c'est mon sujet, malgré tout, j'étais stressée. C'est normal en fait. C'est un moment stressant pour tout le monde. Donc, je tiens à rassurer les organismes de formation, les personnes en charge du dossier. Si vous êtes stressé, ce n'est pas grave. Et il vaut mieux le dire dès la réunion d'ouverture en disant voilà, je suis un peu stressée. Et en fait, moi, à chaque fois, au bout de 2 heures, les personnes, le stress est parti et ça se passe toujours très bien. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Aline qui a apparemment été auditée par toi, qui est présente. Ah, d'accord. Oui, Aline Champenois, qui est là et qui confirme. Oui. Donc, écoute. Effectivement. Steven, j'imagine que c'est pareil de ton côté. Oui, c'est ça. Mais dans l'approche, c'est sensiblement la même chose. Effectivement, le but, c'est de rassurer et moi, j'ai tendance à dire d'entrée de jeu qu'il y a pas de... On n'est pas là pour faire un jugement de valeur. Le but, c'est de faire un peu une photographie, faire un état des lieux de ce qui se passe à l'instant T et de voir si le niveau attendu est atteint, ni plus ni moins. Et après, oui, le but, alors après, on a tous des façons d'échanger, des façons de discuter, des façons d'être. Donc, je peux comprendre que c'est personne indépendant, ça c'est sûr. Mais en tout cas, moi, dans la posture, le but du jeu, c'est s'il y a du stress, ok, comme Émilie, on le dit, ça marche dans les deux sens. Même nous, auditeurs, quand on arrive parfois dans des grosses structures où on se retrouve. Alors, il y a des audits, on va être en tête-à-tête, où là, forcément, c'est un peu plus facile, j'ai envie de dire, pour réaliser l'audit. Et parfois, on se retrouve avec des audits où on a une quinzaine, une vingtaine de personnes en face. Et là, oui, c'est un peu plus costaud parfois quand il faut faire sa réunion d'ouverture avec tout le monde. Voilà, il y a donc nous aussi, on est un peu déstabilisés, un peu stressés parfois. Et donc, non, ça marche dans les deux sens. Ça fonctionne dans les deux sens. Tout le monde l'est. C'est sûr que c'est une personne extérieure qui vient voir un petit peu comment ça se passe chez vous. Donc, je comprends que la démarche soit stressante, angoissante. Mais non, le but, c'est d'être factuel et de répondre aux exigences. Point. Pas plus, pas moins. Voilà. Bon, super, ça remet les points sur les i. Toi, Bernard, comme tu es le doyen de nos auditeurs là présents, tu as 150 audits à ton actif.
Comment tu vois l'évolution là en 2 ans auprès des OF? Maintenant, est-ce que les gens sont habitués ou écoute, en fait, moi, j'ai tendance à dire que, alors, au départ, juste pour revenir sur ce qui a été dit, donc, en fait, la relation, alors, enfin, pour ce qui me concerne, hein, en fait, elle se construit déjà à la base avant même d'être dans l'OF, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, déjà au téléphone, quand on fait un rapprochement téléphonique, enfin, il faut faire sentir à la personne qu'on est à l'écoute et lui faire sentir qu'on est déjà bienveillant et que l'audit se passera bien. Donc déjà, la relation téléphonique est hyper importante pour le coup. Moi, c'est ce qu'on me dit tout le temps, même dans le côté rédactionnel au niveau des mails et tout. Enfin, que voilà, pour ça, il faut les mettre en confiance, voilà, de manière à ce que l'audit se passe bien. Après, une fois in situ, ben, c'est pareil, hein. La posture est hyper importante, le sourire, la décontraction, voilà, la petite chose qui va faire qu'on va tout de suite capter comment dirais-je, la tension et puis faire baisser l'attention, en l'occurrence, s'il y en a une. Voilà, donc ça, pour moi, c'est hyper essentiel, quoi. Okay. Après, derrière, quel que soit l'OF, moi, je pratique tout le temps comme ça. Voilà, de toute façon, c'est dans les premières minutes qu'on sent si l'audit va bien se passer, hein, pour ma part, hein, que ce soit du Calliope ou autre chose, quoi. C'est un peu dans les premières minutes qu'on sait que ça va bien se passer. Mais bon, après, en général, moi, j'ai jamais quasiment eu aucun problème par rapport à ça. L'attitude des OF, depuis Calliope, en fait, là, on est passé un peu par des phases un peu différentes, quoi. En fait, on est passé par un peu un vent de panique avec le confinement, donc ça stressait des gens. Audit à distance, tout le monde l'accorde. C'est très compliqué. Ça reste très compliqué quand même, hein, on en parlera oui, en tout cas, pour vous avez fait les deux, et les deux sont, c'est quand même très différent pour vous, hein. Le présentiel est plus appréciable, j'imagine. Oui, voilà. Oui, là, aujourd'hui, on est beaucoup, c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont connectées. Là, l'audit de surveillance se passe très majoritairement à distance. Bon, enfin voilà. Alors pour nous, c'est pas, enfin, si, c'est un problème. C'est un problème pour l'OF. On peut commencer par l'OF par respect. La préparation doit être très minutieuse au niveau de la numérisation des choses. Comme l'audit est très très court, il faut être hyper pertinent. C'est pour ça que l'échange est important en amont, hein. Le plan d'audit ne suffit pas. Il faut aussi communiquer et voir ce qu'on attend, quoi. Donc c'est hyper important. Donc c'est pour ça que moi je laisse venir l'OF. Si l'OF ne m'appelle pas, je fais le geste de les appeler pour leur dire voilà comment ça va se passer, pour que personne ne stresse en termes de timing par rapport à l'audit. Voilà. Non, mais on a tous fait les deux, hein, audit de surveillance, voilà, audit à distance et puis en présentiel. Voilà. Après donc vent de panique un petit peu en 2021. Enfin en 2020 pour le coup, avec l'histoire des 3 ans, 4 ans là. Après 2022, fin 2021, ça a été le marasme, il fallait que tout le monde passe très vite. Donc ça a été le deuxième semestre, ça a été un vent de panique total, quoi. Moi j'en ai fait jusqu'à 5 audits par semaine, donc c'était violent, quoi. C'était violent. J'ai même parfois eu du mal. Enfin, parfois, je suis resté toujours pertinent, mais bon, la fatigue était là, le fait d'entendre toujours un petit peu le même discours, mais ça pouvait être compliqué, mais bon, la demande était là, hein. Voilà, après aujourd'hui, alors bon, après on a tout vu, hein, Steven et Émilie pourront en témoigner aussi, on avait des gens qui n'étaient pas préparés, donc c'était très compliqué, très lourd, difficile à gérer, des gens qui étaient très bons, hein, faut pas s'en cacher, il y en a qui sont très bons. Voilà, aujourd'hui je pense qu'on est sur un temps où les gens ont eu le temps de s'approprier le référentiel, de comprendre. La tendance à aller, enfin pour ma part, pour les derniers audits que j'ai faits, les gens se préparent davantage, il me semble, quoi. Oui, bon, c'est important. Il y a encore des ratés, mais voilà. Mais bon, les gens sont plus sereins en termes de timing, quoi. Donc en fait, l'audit ne se passe que mieux, quoi, en fait. Voilà. Donc c'est un peu l'évolution. Voilà. Et ce qui était intéressant aussi pour nous de savoir, là, du coup, notre vision d'auditeur, donc l'audit dure généralement une journée, hein, c'est à peu près les timings qu'on a. Quel est pour vous l'indicateur, le critère, souvent où ça pêche, où là vous voyez de manière récurrente que c'est un peu plus compliqué? Je ne sais pas, Steven, toi, si tu as remarqué avec le temps, il y a des indicateurs qui vont être
où il y a des indicateurs, effectivement, si on doit, doit y avoir des stats parmi les certificateurs, les organismes certificateurs, avec tous les retours, toutes les dossiers, toutes les revues, oui, il y a des indicateurs qui font l'objet de manière plus régulière de non-conformité, que ce soit mineur ou majeur, mais après, de là, de dire, tiens, c'est tel indicateur où on sait que ça va coincer, non, c'est tellement dépendant des organismes chez qui on va, il y a tellement de profils, ce référentiel, au final, a un panel d'applications derrière qui est tellement large. Un organisme de formation qui fait que ça n'aura pas les mêmes difficultés sur certains indicateurs qu'une société privée qui propose une prestation de formation en complément d'une vente de quelque chose. Donc, où là, ce sera des difficultés différentes ou des problématiques différentes, tout du moins. Donc, il n'y a pas de. Je ne saurais pas répondre avec un indicateur en particulier. Non, ça c'est clair. Okay. Toi, Émilie, pareil, tu n'as pas noté des choses qui reviennent La sous-traitance, quand même. Il y a cet indicateur, les indicateurs 21 et 27 qui sont très liés. Et en fait, on se rend compte que sur la partie sous-traitance, c'est pas encore maîtrisé. Ouais, gros sujet. Ouais, je pense que c'est plus ces deux indicateurs, pour moi. Ouais. Et est-ce que vous avez un souvenir de domaine de formation, enfin d'OF que vous avez accompagné, audité, pardon, où vraiment vous vous êtes dit, tiens, c'est marrant, cette formation-là, jamais j'aurais pensé que ça existait, ou vous avez été un peu surpris, sans citer de nom, mais voilà. Il y a tellement de tout, c'est qu'effectivement, quand on enchaîne les audits, le lundi, on va auditer une entreprise qui fait de la douane, et le mardi, on va se retrouver dans un salon d'esthétique pour de la pose d'ongles. Donc, il y a un panel tellement large que, effectivement, ça permet de répondre à une question que j'ai vu passer du coin de l'œil. On n'est pas spécialiste de l'univers de la formation dans lequel on se plonge. Donc, c'est aussi pour ça que la réunion d'ouverture est importante pour nous. C'est un peu de comprendre dans l'univers dans lequel on arrive, de cerner un peu le vocabulaire, la position de la personne. Donc, on n'est pas là pour mettre le nez parce qu'on n'est pas expert du secteur dans lequel on arrive. On est là pour auditer un processus. Et ce processus-là, après, nous, on s'arrête là. Donc, en tout cas, moi, perso, c'est déjà des questions que j'ai déjà eues même en audit où, effectivement, Steven, est-ce qu'on est dans le CACES aujourd'hui? Est-ce que vous êtes spécialiste CACES? Non, des choses comme ça. Donc, c'est aussi ça qui est peut-être important pour certains à préciser. Donc, de bien briefer l'auditeur en amont, enfin sur la réunion d'ouverture, un peu sur effectivement, voilà l'univers dans lequel vous mettez les pieds aujourd'hui. Après, pour rebondir quand même là-dessus, l'audité a le droit de demander le CV de l'auditeur. Voilà. Donc après, il peut pas, l'audité peut pas choisir son auditeur, mais je sais que pour travailler avec certains cabinets de certification, le CV de l'auditeur est envoyé à l'audité et l'audité valide ou non. Il peut dire non, je veux pas cet auditeur-là, j'en veux un autre. Ok. C'est pas un souci. Mais c'est pas tous les cabinets de certification. Ça marche. Je vous propose qu'on prenne un peu les questions qui nous ont été posées là sur le chat. Il n'y en a pas trop, donc on va toutes les traiter. Je pense qu'on va les prendre par ordre chronologique. Alors, il y a Emmanuel qui nous demandait, alors attendez, si je reprends, il y avait une question déontologique un petit peu sur est-ce qu'on peut déjeuner avec son auditeur? A priori, oui, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de règle qui… En fait, le résultat de l'audit dépend du repas qu'on va. C'est quasiment comme ça. Bien sûr, on peut déjeuner avec l'auditeur. Après, nous, au niveau déontologique, on ne peut pas accepter. On a une charte déontologique, clairement. On ne peut pas accepter de cadeaux, on peut pas accepter, ce qui est normal, en fait. Mais je pense que c'est dans n'importe quelle activité, à un moment donné, on ne peut pas l'accepter, mais on peut tout à fait déjeuner avec l'auditeur. C'est pas mal. Oui, c'est plutôt bien vu parce que ça permet effectivement de consolider encore des liens si toutefois il fallait encore les consolider, de parler d'autre chose et puis de rencontrer d'autres acteurs qui participent au repas, qui participent à l'audit. Voilà, c'est plutôt sympa. Enfin, on pose toujours la question en termes de logistique à la réunion d'ouverture. Ça doit faire partie du questionnement en réunion d'ouverture. Mais voilà, moi je réponds toujours favorablement parce que voilà, donc c'est déjà avec Émilie sur Aix-en-Provence, mais en général,
En général, voilà, moi, j'accepte toujours, quoi. Voilà. Parce que ça crée du lien et puis voilà, c'est un moment convivial, quoi. Voilà, voilà. Inviter McDo, tout ça, c'est mieux, quoi. Oui, voilà, par contre, choisissez bien le restaurant, quoi. Message aux élèves. Il y a Martine, alors je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui veulent devenir auditeurs, qui nous suivent aujourd'hui. Martine nous demande là si fin 2022, il y a encore des besoins d'auditeurs ou est-ce que le marché est saturé? Ça commence à être compliqué. Je sais que j'ai des amis qui ont passé la formation, etc., qui ont validé leur certification et ils peuvent toujours postuler, en fait, hein, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais. Après, je pense que la demande, il vaut mieux la faire aux organismes certificateurs. On est peut-être mal placé pour répondre à cette question. Ouais. Mais moi, je sais que j'ai des amis qui ont eu des refus. Alors, Martine, en fait, le baromètre, en fait, parce que moi, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Hein, moi, j'étais intégré à un nouveau certificateur, là. Mais en fait, il faut jeter un œil sur LinkedIn. Le LinkedIn est le bon baromètre. Et s'il n'y a pas de demande sur LinkedIn, pour les différents OC, hein, que je ne citerai pas ici, s'il n'y a pas de demande, c'est que c'est compliqué, quoi. C'est qu'il n'y a pas s'il n'y a pas d'offre, quoi, c'est qu'il n'y a pas de demande. Voilà. Il y en a une qui est passée il n'y a pas très longtemps. Il y en a d'autres qui passent, mais pour d'autres référentiels. Voilà, donc après, derrière, vous pouvez tenter votre chance, quoi. Voilà, bon, il faut juste avoir la liste des OC. Et après, en fonction des besoins, bon, je sais qu'il y a eu un vent de départ en retraite il n'y a pas très longtemps dans certains OC, là, ce qui a fait qu'ils ont dû recruter d'autres personnes. A priori, moi, je ne vois plus rien passer sur LinkedIn. Tout le monde jette un œil tous les jours là-dessus, moi aussi. Bon, voilà. Moi, j'ai fait ma demande et en fait, j'ai été pris, quoi. Mais bon, Mais bon, tentez votre demande, quoi. On ne sait jamais, quoi. Hein, puisque Calliope, maintenant, ça va pas s'arrêter, quoi. Ça s'est beaucoup calmé. Oui, puis il y a des auditeurs. Je sais pas. Du reste, moi, j'ai pas les chiffres. Hein. Je sais pas si Pascal, tu les as, toi, les chiffres des certifiés. Je crois qu'il y a 40. Là, on avait dépassé les 43 000, je crois. Hein. On avait dépassé les 43 000. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on est dans la normalité. Je crois qu'il y a, à part les nouveaux entrants de création, quoi. Mais ceux qui étaient déjà en place, je pense qu'ils sont tous calliopisés. De toute façon, ils travaillent. Sinon, personne ne travaille. Quoi. Donc, oui, et puis là, c'est l'audit de surveillance maintenant qui arrive. Hein, ouais, c'est ça. Il y a encore pas mal d'audits initiaux. Hein. Moi, rien que la semaine dernière, j'ai réalisé 3 audits initiaux. Ouais. Ce serait marrant de faire les paris d'ici 2023. Combien d'OF Calliope on aura? Est-ce que ça va vraiment se stabiliser ou est-ce qu'on aura encore de la croissance? Ça va être intéressant de suivre ça. Et d'ailleurs, j'avais une question pour vous. C'est un peu votre vision des choses sur Calliope. Comment vous voyez dans les années à venir? Est-ce que l'État va faire une peut-être? Comment vous voyez les choses sur ce référentiel? Alors, tu vas, Émilie, ou j'y vais, moi? Ou Steven, hein, tiens. Ouais, après, on arrive. Oui, c'est là la version qui fait foi sur les audits qui a depuis quelques temps. C'est la version 7 du référentiel. Donc, ça fait déjà 7 fois que c'est sa 7e mouture. Donc, ça va évoluer encore un petit peu. Il va y avoir des ajustements qui vont être faits, des choses comme ça. Mais oui, ils vont pas. Il n'y a pas vocation à. Il va pas y avoir dans 5 ans, on va pas changer. Enfin, dans quelques temps, ils vont pas changer de mode et sortir un nouveau référentiel et mettre celui-là aux oubliettes. Il n'y a pas de raison. Après, oui, il y aura certainement des ajustements avec les retours que font les certifiés, que font les certificateurs, que font les auditeurs. Il y a suffisamment de retours, suffisamment de matière maintenant pour mettre demain des ajustements et voilà. Et après, peut-être pour rassurer les organismes aussi, voilà, comme on est déjà à la 7e version du référentiel, si demain il y a une 8e version qui sort, ce sera à vous d'adapter votre contenu, mais ça restera vraisemblablement des changements minimes. Ouais. Minimes, effectivement, voilà, pour que ça puisse uniformiser un petit peu tout ça, mais ça sera pas une grosse refonte globale du système et du référentiel. Vraisemblablement pas. Tu valides, Émilie, ou tu as un autre avis? Non, je suis d'accord. Ok. Je reprends un peu le fil des questions. Il y a Stéphanie qui nous demande le pourcentage de réussite. Alors, c'est pas comme le bac. On est d'accord. Hein.
Mais comme les gens aiment bien dire qu'ils ont 0 non-conformité, est-ce que vous avez peut-être un chiffre en tête sur les OF aujourd'hui qui… Alors, désolée, mais non, pas du tout. Ça globalement, ça va de 0 non-conformité, ça arrive. Hein. Clairement, hein, ça arrive souvent. Il n'y a pas de souci. Comme, voilà, il y a des audits où il y a des non-conformités. Après, au niveau réussite, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on est proche des 100%, mais même s'il y a des non-conformités, je tiens à rassurer encore les audités. Ce n'est pas parce que vous avez des non-conformités que vous ne serez pas certifié. Les non-conformités sont acceptées et seront réparées, en fait. Donc, toujours dans la même optique, au niveau du stress, en fait, si on vous annonce une non-conformité, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Il vaut mieux se dire, bon, bah, j'avais pas bien compris l'indicateur, plutôt que penser qu'on l'avait compris. Et voilà, et je pense qu'accepter qu'on n'a pas bien compris l'indicateur, le réparer et s'améliorer, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Il y a un petit écho, je pense que Bernard, ça vient peut-être de ton ordinateur. Ouais, on va voir comment ça va. Il y a une question, pareil, de Stéphanie sur la partie CFA. Donc, elle nous demande, avez-vous des consignes pour les CFA de petite capacité pour les veilles peu d'action et d'impact, car concentré sur la vie du CFA. Alors oui, enfin, Calliope, CFA, je ne pense pas que vous en faites régulièrement non plus. Ah non, il y en a pas mal. Hein. Ça commence à monter. Il y en a pas mal. Alors sur la veille, on va dire, c'est plus légal et réglementaire alors. Je sais pas. Après, il y a beaucoup d'éléments en ce moment sur les CFA avec la revalorisation du SMIC, avec je saurais pas les lister, mais il y a de l'actu, ouais. Il y a de l'actu. Je pense que les CFA ont plus de veille justement qu'un organisme de formation qui est non CFA. Je suis d'accord. On parle du référent handicap. Alors, faut-il vraiment un référent handicap pour les petits OF notamment? Est-ce une obligation? Alors, je ne sais pas quel discours vous avez, Bernard et Steven. Vous n'êtes pas d'accord, ça va poser problème. Si, je pense que… non, mais alors, pour les CFA, le référent handicap doit être formé. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y en ait un parce que de toutes les façons, c'est une obligation pour les CFA d'avoir un référent handicap, comme avoir un référent mobilité, etc. Pour les petits organismes de formation, il suffit de nommer une personne en charge du handicap, qu'on va appeler référent handicap. Parce que, après, vous l'appelez comme vous voulez, mais il n'y a aucune obligation de formation, pour le coup. Donc, je ne sais pas si Steven et Bernard, vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Si, moi, la réponse que j'allais formuler, à peu de choses près, on est bon, on est d'accord là-dessus. Voilà. C'est OK. Je pense que beaucoup de gens en profitent là pour vous poser des questions techniques parce que l'audit va pas tarder pour certains. Donc, profitez-en, hein, ils sont là. Donc, pensez-vous qu'à terme… Ah, question intéressante. Pensez-vous qu'à terme, le RGPD pourrait être intégré dans Calliope? Ça y est déjà, plus ou moins, quoi. Enfin, ça en fait partie, quoi, au niveau de la veille. Forcément, à partir du moment où on respecte cette exigence-là, qui est une réglementation, forcément, ça montre que la personne est en totale conformité avec ce qui est demandé par rapport à la veille réglementaire, quoi. Voilà. Et puis j'aurais tendance à dire que le RGPD, ça couvre aussi quasiment, peut-être pas la veille 25 sur la pédagogie, encore que, mais ça couvre les trois veilles en fait, 23, 24 et 25 hein, pour les puristes. Hein. Je ne sais pas si tout le monde saura ce que je dis, 23, 24 et 25 sur la veille, mais effectivement le RGPD. Aujourd'hui, vous devez. Alors, on n'attend pas nous que vous ayez, vous nous montriez votre RGPD. Hein, on va pas le vérifier, nous. Hein, mais c'est pas encore une exigence. Peut-être que ça le deviendra. Hein, on parlait tout à l'heure des évolutions. Moi, j'aurais juste à rajouter que
le référentiel va certainement évoluer, hein, il ne va pas rester en version 7 pour le coup. Il y aura certainement des évolutions par rapport à la veille, par rapport au handicap, par rapport à la gestion des ressources humaines, par rapport à l'amélioration continue. Donc ça va forcément évoluer, quoi. On ne va pas rester sur une version 7, ça je vous garantis, parce que on va se rapprocher plus de l'ISO, enfin on va frôler l'ISO pour avoir quelque chose qui soit vraiment un vrai outil, d'accord, plus que celui que vous avez aujourd'hui, qui est déjà bien, hein, mais bon, qui a encore des zones d'ombre quand même, hein, en termes de management. Mais oui, le RGPD, oui, effectivement, on apprécie que vous l'ayez, c'est un peu normal, quoi. Tout comme le document unique dont on vous pose la question quand on arrive à l'indicateur concerné, quoi. Voilà. Sauf qu'on ne le regarde pas. On vous demande simplement si vous l'avez. Il y a beaucoup de TPE en France qui n'ont pas de document unique et qui ne respectent pas le RGPD. Donc, c'est un problème qui est propre aux entreprises. Bernard, tu peux couper ton micro ? Ouais, super, merci. Il y a une question de Jamila par rapport à la sous-traitance. On en parlait, Émilie, qui nous demande notamment sur ses prestataires formateurs. Elle centralise les CV, les diplômes, les évals annuels. Est-ce que c'est suffisant pour vous par rapport à la gestion de ces formateurs sous-traitants? Alors, quand elle dit éval annuel, c'est recueil de satisfaction. Ouais. Non. Moi, alors, si je peux prendre la parole, alors moi, je vais sur des questions comme ça, là, qu'on soit en ligne ou en audit, on bascule dans un cadre où parfois on est amené où la réponse que l'audité attend, c'est du conseil factuel. Et c'est là où, en tant qu'auditeur, on a cette posture où on ne peut pas faire ce conseil-là. Donc, quand on nous pose des questions type « et si je fais ça, est-ce que c'est bon ?» Nous, on est amené un peu à botter en touche, à reformuler, à faire des choses comme ça. Parce que clairement, on ne peut pas et on n'a pas le droit de dire si vous faites ça, vous franchissez la ligne d'arrivée, le niveau attendu est atteint. Et c'est là où il faut pas être trop borderline et basculer du côté du conseil. Parce que le conseil que je peux donner peut être mauvais, peut être… Voilà, donc c'est pour ça que c'est niette pour tout le monde. Donc, pas forcément la réponse. Tu as raison. Souvent les personnes attendent beaucoup de nous le jour de l'audit et on est obligé de leur rappeler qu'on n'est pas là pour du conseil, on est là pour réaliser un audit. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais… Et que d'ailleurs, vous avez remarqué que les OF qui avaient fait un audit blanc, qui avaient été accompagnés, alors c'est vrai que c'est un coût supplémentaire, mais globalement, vous voyez bien la différence entre l'OF qui a été accompagné, qui a fait son audit blanc, et les autres. Enfin, vous m'avez tous dit, il y a un écart de niveau qui est assez significatif. Oui, tout à fait. Alors, juste pour apporter une réponse à Jamila, la pauvre, qui a quand même posé une question, et vous avez voté en touche tous les deux là. Mais juste, voilà, donc Jamila, comme l'a dit Émilie, regardez bien l'indicateur 21. Et là, vous trouverez la réponse si dont je ne connais pas le contenu, votre évaluation annuelle est suffisante quant à son contenu et le recueil de la satisfaction. Voilà, vous aurez votre réponse en regardant bien l'indicateur 21. Voilà, corréler les deux, comme l'a dit il y a quelque temps Émilie, là. Et voilà, vous serez dans le bon tempo. Alors attention, parce que beaucoup d'auditeurs ne maîtrise pas ce couple-là, 21-27. Je vous le dis en connaissance de cause. Voilà, bon. Et donc, mais je vous invite effectivement à partir du moment où vous avez bien compris le niveau attendu pour l'indicateur 27, vous devez être en capacité de le corréler avec le 21, d'accord? Quand on dit évaluation, c'est pas évaluation juste comme ça, quoi, à l'heure. On est en correspondance avec le référentiel, quoi. Ok. Donc pensez comme ça, Jamila, et vous aurez la réponse, quoi. Voilà. Et Jamila, je t'invite à venir sur OF Connect, mais tu es déjà, je crois. Donc n'hésite pas à poser ta question sur le Slack auprès de la communauté. Beaucoup d'OF s'inquiètent en ce moment de l'audit de surveillance. Est-ce qu'il faut qu'ils vous rappellent eux, ou c'est vous, enfin c'est en tout cas vous qui gérez la communication? Alors, et ça dépend des certificateurs, mais logiquement, c'est le certificateur qui reprend contact avec l'audité. Voilà. Ok.
Non, non, vous n'avez rien à faire. Là, c'est le certificateur qui cette partie de son job. Il revient vers vous. En général, c'est vraiment un pied de pilote, quoi. Vous avez le temps on a le temps de caler des dates. Voilà, il y a de la marge, quoi, hein. C'est au moins 6 mois avant, quoi. Donc, on a le temps, voilà, on a le temps d'essuyer quatre confinements entre-temps. Enfin, bon, bref. Mais voilà, donc vous avez le temps. Donc, vous n'avez rien à faire, vous. Déjà, les gens qui posent la question sans souci, c'est déjà bien. Je vous félicite. Mais tous les OC donc, sont normalement sensibilisés pour venir vers vous. Donc ils viennent vers vous, enfin ils viennent, ils vous sollicitent. Nous en parallèle, on vous sollicite dans la foulée, parce qu'en général c'est le même auditeur, sauf s'il a pris la retraite, hein, pour le coup, mais ou si ça s'est mal passé. Et à ce moment-là, donc après, donc la date elle est calée. Mais effectivement, normalement, enfin même à 99,9%, vous n'avez rien à faire. Voilà. Ça marche. Il y a Émilie qui nous demande, pour devenir donc auditeur, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que vous avez croisé, vous, dans votre environnement, des auditeurs qui vraiment ne venaient pas du tout de ce milieu, étaient jamais audités, personne, s'était plongé là-dedans et finalement étaient des très bons auditeurs aussi, hein. Alors, je sais que sur les 3 cabinets pour lesquels j'interviens, le prérequis, c'est déjà d'avoir une expérience dans l'audit. Après, c'est pas forcément être auditeur, mais ça peut être des audits blancs ou voilà. Et puis une expérience dans la formation, en fait, hein, parce que là, on audite quand même sur un référentiel. Si on maîtrise pas le sujet de la formation, ça peut être un peu compliqué quand on commence à parler de déroulé pédagogique, d'évaluation des acquis, ce genre de choses. Si on ne sait pas tout à fait de quoi on parle, ça risque d'être compliqué. Donc, je sais que à chaque fois, c'était 3 ans d'expérience dans un organisme, enfin voilà, dans la formation. Jamila, savoir s'il y a une certification particulière pour devenir auditeur, un diplôme, quelque chose. Ben moi, je sais que moi, j'ai passé une certification auprès d'AFNOR, en fait, hein, voilà, qui propose une formation et une certification. C'est reconnu. Que tu as payé de ta poche? Oui. Ouais. C'est combien approximativement? Je ne saurais plus. C'était en 2019. Je dirais c'est à peu près dans les 2 000 €. Ok. Mais il faut juste dire à Jamila qu'elle ne pourra faire que l'audit Calliope. Voilà. Oui. Je ne sais pas si c'était sa question, oui, mais oui, ça sera limité à Calliope, quoi. Voilà, donc je sais pas, enfin, je sais pas, l'âge de Jamila, si elle est jeune, ça l'intéresse, elle va en faire sa carrière, ça peut être intéressant, et puis si l'audit, ça la motive, quoi. À ce moment-là, faut pas faire la formation d'AFNOR, quoi. C'est pas la peine, il faut aller beaucoup plus loin. Okay, voilà. Bon. Voilà. Après, il y a des formations d'auditeurs qui existent, qui sont proposées par plusieurs organismes, hein. Ça marche. On peut parler un peu de la suite après l'audit de surveillance. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous continuez, hein, il n'y a pas de souci. Encore 1 année, 2 années. Toi, Bernard, tu continues encore? Toujours motivé? Oui, non, moi j'ai le. Naturellement, moi je lève le pied, donc en fait je fais le choix. Bon, j'ai beaucoup d'audits de surveillance comme mes deux confrères consoeurs qui m'accompagnent là, pour le coup, beaucoup de surveillance, un peu d'initiaux, mais voilà. Donc oui, moi je continue parce que en fait les gens ils alors la tendance, enfin normalement la norme. Hein. Normalement, en principe, on fait 2 audits, c'est l'audit initial et puis l'audit de surveillance, et après après, on change d'auditeur. Je doute que ça se fasse, surtout si l'OF demande d'avoir l'auditeur. Bon, voilà, après, derrière, il n'en est pas moins qu'au bout d'un moment, quand on a fait un cycle de certification, voilà, bon, c'est pareil, on commence à connaître les gens par cœur, ça ronronne. On n'a plus l'objectivité, on n'a plus le recul nécessaire. Donc, même pour vous comme pour nous, il vaut mieux changer d'auditeur pour avoir un regard un peu nouveau. Voilà. Bon, c'est tout, quoi. Mais oui, moi, je continue. Moi, je diversifie sur autre chose. Mais bon, quand on m'appellera, je répondrai à présent, quoi. Okay. Steven, toi aussi? Tu remplis pour 1 année?
On continue. Le but, le but, c'est de continuer, c'est de participer et de faire des retours aux certificateurs pour qui on travaille, parce que c'est quand même nous qui allons sur le terrain. Puis non, c'est toujours chouette de rencontrer des gens intéressés et intéressants sur nos journées d'audit. C'est ça aussi le côté humain qui est sympa. Alors, certes que les audits de surveillance à distance vont être pas forcément sur ce point, mais bon, au moins ça permet d'échanger avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés sans ça. Et est-ce que vous serez plus exigeant pour l'audit de surveillance ou pas? Il y a une question de Grégory. On entend en ce moment des rumeurs qui diraient que l'audit de surveillance est plus rude que l'audit initial. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que, en fait, ça dépend de quoi. Et en fait, il me contredira pas, Steven et Émilie. C'est qu'en fait, l'audit de surveillance, tout dépend si vous avez été audité en audit aménagé, quoi. D'accord? Si vous avez été audité en audit aménagé, c'est en fait vous avez eu bon nombre d'indicateurs, c'est-à-dire en fait la moitié, quoi, qui ont été audités et l'autre moitié n'a pas été auditée. Et là, en général, exigeant ou pas, c'est souvent un carnage, quoi. C'est en fait, les indicateurs, vous ne avez pas forcément travaillé. Alors, je ne fais pas de généralité, mais moi, les audits surveillance que j'ai fait, pour lesquels les EOF avaient été audités en aménagé, ça a été très compliqué pour quasiment la majorité, parce qu'en fait, voilà, les indicateurs n'ont pas été satisfaits en termes de réponse. Et oui, si on peut placer une exigence à ce niveau-là, mais c'est même pas une exigence, c'est carrément, on cherche la réponse, quoi. On n'est pas plus exigeant qu'avant, quoi. Maintenant, nous, oui, on est juste exigeant. Là, pareil, je laisserai la parole à ces messieurs, dames. Mais voilà, après, en termes de temps, comme on est limité, il faut qu'on soit hyper productif, quoi. Vous comme nous, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut bien préparer les choses et puis être pertinent. On n'a pas le même visuel sur les indicateurs. Moi, je vous le dis parce que c'est comme ça que je fais. Sur les indicateurs qu'on a déjà audités et qui ont été conformes, on va passer beaucoup moins, quasiment pas de temps sur les indicateurs qui ont été validés, quoi. Donc voilà, donc ça permet de passer plus de temps sur d'autres indicateurs qui ont été un petit peu difficiles, quoi. Voilà. Mais dans le cadre de l'audit de surveillance, on s'affaire, nous, à évaluer un petit peu la progression de l'OF, d'accord, en termes d'amélioration continue, le bilan de l'OF, qu'est-ce qui a été mis en place, et à travers tout ce que vous allez nous dire en termes de bilan, en termes d'amélioration, en termes de tout ce qui a été mis en place, que ce soit de la veille ou autre chose, ça nous permet de renseigner, nous, beaucoup d'indicateurs de notre rapport, et ça me permet de gagner du temps pour pouvoir plus échanger avec vous. Parce que déjà, on a la barrière de l'écran, donc c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Mais exigeant, non, on reste toujours dans notre travail, quoi. Émilie, tu voulais rebondir sur l'audit de surveillance? Non, mais je suis d'accord en fait avec Bernard. Alors moi, des audits de surveillance, j'en ai pas fait beaucoup. Je crois que j'ai dû en faire 3. Mais j'ai pas encore eu d'audit de surveillance avec un audit aménagé au départ. Mais effectivement, je pense que quand il y a eu un audit aménagé au départ, quand on est sur la surveillance, on est limite sur un audit initial à l'audit de surveillance sur tous les indicateurs qui n'avaient pas été audités la première fois, en fait. Voilà. Et effectivement, on va vérifier que ce qui a été expliqué lors de l'audit initial a bien été mis en œuvre pendant les 1 an et demi ou 2 ans. En fait, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait eu... En fait, c'est important pour les audités de comprendre que si vous passez votre audit initial et que vous laissez tomber pendant 6 mois ou 1 an et que vous vous y remettez au dernier moment, c'est là où vous allez avoir des non-conformités parce que vous n'allez pas pouvoir remonter et faire du rattrapage. Donc, en fait, dès que vous passez votre audit initial, avec des non-conformités ou pas, dès que vous réparez vos non-conformités, continuez à travailler régulièrement en fait sur tous vos indicateurs. Et c'est comme ça que vous allez maîtriser le référentiel en fait. Une fois que vous maîtrisez le sujet, nous on arrive, on est très contents, on vous félicite et c'est ça le principal en fait. C'est comme on dit, on n'est pas là pour chercher la non-conformité. C'est très important de l'entendre. On n'est pas là pour se dire je vais ressortir avec des non-conformités. Pas du tout. On préfère largement
sortir d'un audit où tout le monde est satisfait, où il n'y a pas eu de non-conformité et où le référentiel a été maîtrisé. Voilà. Je précise qu'on n'est pas payé à la non-conformité. Hein. Exactement. C'est bien de le préciser. Et comme on disait pendant la préparation aussi, ce qui compte pour vous, c'est que les OF montent en qualité, améliorent leur process qualité. C'est quand même ça l'objectif, même si Calliope est imparfait. On dit toujours, oui, mais ce qui compte, c'est le formateur, la formation, le contenu. Mais ça passe aussi par tous ces process. Et vous êtes là, malgré tout, pour que l'écosystème monte en qualité et que c'est votre travail, quoi. Donc voilà. Mais c'est plutôt... Est-ce que vous auriez un dernier message à transmettre à ceux qui nous écoutent globalement sur un peu peut-être le bilan de cette année qui s'est écoulée, hein, si on sort un peu de Calliope, comment vous voyez l'écosystème aujourd'hui, un peu vos prévisions pour 2023, comment vous sentez un petit peu là l'écosystème en ce moment? Il y a du bon, du moins bon chez tout le monde. Certains vont prendre ce référentiel de manière optimiste en y voyant une réelle plus-value en interne. D'autres vont le prendre comme une contrainte au sens strict. Donc, à partir de là, optimiste, pessimiste, ça, c'est un peu chacun son camp. Mais dans tous les cas, il y a toujours matière. Que ce soit sur les réseaux, LinkedIn, OF Connect, il y a un paquet de newsletters de communautés qui font que quand on a une question, en tant qu'organisme, quand on a une question, il y a moyen de trouver la réponse avec un tant soit peu de volonté. Donc, tout ça va permettre aux OF d'améliorer leur process et oui, de voir qu'effectivement, quand on va revenir pour l'audit de surveillance, entre autres, on verra qu'il y a vraiment eu un step-up, que ça s'est amélioré en interne. Et c'est ce côté-là qui va être plaisant à voir aussi au niveau des audits de surveillance. Mais puis, ça sera pareil pour les prochains cycles de surveillance, pour les prochains cycles de certification dans le futur. Donc, il y a plein d'outils pour que tout le monde puisse s'améliorer. Oui, et puis même certains OF, moi, qui m'ont dit en aparté que Calliope, même s'ils étaient contre au départ, ça leur avait permis de se structurer et du coup d'augmenter leur chiffre d'affaires. C'est évidemment pas un automatisme, hein. Calliope ne garantit pas les nouveaux clients, mais en tout cas, pour certains, ça a été quand même... il y a eu des gros progrès. Je ne sais pas si tu confirmes, Émilie, toi aussi. Ah oui, mais moi, je le vois dans les accompagnements que je fais, justement. Hein. Là, c'est pas quand je fais de l'audit, c'est quand je fais de l'accompagnement. Quand on me dit au début, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça mais je ne comprends pas, et pourquoi j'ai besoin de ça, etc. Et une fois qu'on a terminé l'accompagnement, que tout est structuré, quand ils passent leur audit avec succès, avec non-conformité ou pas, hein, mais c'est avec succès en fait, parce qu'ils ont réussi à passer l'audit et à expliquer le référentiel qu'ils avaient mis en place. Mais en fait, à la fin, ils me disent, mais ça m'a aidé à me structurer. Ouais. Et je pense que tous les organismes de formation devraient voir, je pense que ceux qui ont été audités, j'espère qu'ils le voient comme ça aujourd'hui, mais ne pas voir Calliope comme une contrainte. Voilà. Je pense qu'il a été mis en place pour structurer justement toute cette partie process interne des organismes de formation. Bernard, tu voulais ajouter un mot de ton côté ? Oui, moi, je voulais juste rajouter que aujourd'hui, je pense que tous les certifiés, les 43 000 là, que tu as cités, parce que beaucoup nous ont dit oui, mais bon, moi, je suis Datadocké, donc il n'y a pas de souci, Calliope, ça va être une fantaisie, quoi. En fait, ils ont bien compris que c'était complètement différent. Donc, quand on me posait la question, je dis que Datadog, c'est 10% de Calliope, quoi. Voilà. Donc, en fait, après, il y a ceux, comme disait Steven, qui ont pris ça, les moins 10 ans, pour être certifié, pour pouvoir travailler, ce que je valide, hein, attention, hein, ce que je comprends. Mais aujourd'hui, voilà, il y en a quand même, et heureusement, beaucoup qui ont compris le bien fondé de la démarche, l'utilité. Beaucoup reviennent vers nous en nous disant, écoutez, j'ai bien compris, effectivement, c'est un formidable outil. Comme tu l'as dit, Pascal, ça me permet effectivement de faire progresser mon chiffre d'affaires. En termes de pérennisation des pratiques, ça a permis de me structurer, de fédérer en interne, en termes de communication et autres, quoi, j'entends. Voilà, donc en fait, il n'y a que du positif. Si tu voulais savoir une tendance positive,
moi, le côté positif, il est là, quoi. C'est pas noté de côté négatif, quoi. En fait, c'est un outil d'amélioration, il faut le voir comme ça, hein. C'est un référentiel, certes, mais c'est un outil d'amélioration continue. L'audit en lui-même est un outil, mais en fait, on s'appuie pour faire cet outil-là, pour mettre en œuvre cet outil-là, l'audit, en fait, on s'appuie sur un référentiel. Après, il faut le voir de la meilleure des façons, et en fait, voilà, on peut comprendre, on peut admettre que vous ayez mal compris l'exigence, que vous ne soyez pas allé suffisamment loin pour vraiment satisfaire. Après, derrière, enfin, c'est tout à votre honneur d'avoir fait comment dirais-je, le travail pour vous investir dans ce sens-là, quoi. Mais ce n'est que du positif, quoi. Après. Ouais, et je tiens à dire que donc, une fois que l'audit il est passé, l'OF peut mettre le petit logo Calliope sur son site, donc faites-le bien. Il y a des règles aussi, donc voilà, ne faites pas ça n'importe comment. Je ne sais pas à quel point ça peut compter pour les clients, les apprenants, mais moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, malgré tout, Calliope, tout le monde en a entendu parler, et que ne pas l'avoir, ça peut être pénalisant. Pas simplement pour des questions de financement, mais aussi pour que les apprenants se disent « Ok, cet OF, il est quand même sérieux, il a passé Calliope ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais… Bah, je ne sais pas si c'est un outil de différenciation aujourd'hui, hein, comme l'est n'importe quelle norme certifiante, quoi. Voilà, bon, par contre, effectivement, l'obligation, elle est financière aujourd'hui, quoi. Voilà, après, derrière, la différence entre un bénéficiaire qui va rentrer dans un OF, bah, s'il a besoin d'une prise en charge, ça va être compliqué. Après, s'il finance lui-même sa formation, bah, il peut très bien prendre Pierre au lieu de Paul, quoi, qui lui est certifié. Bon, après, derrière, voilà, la différenciation, elle se fait à ce niveau-là, quoi. Après, comme je vous l'ai dit juste avant, les gens, ils voient très bien les gens qui sont structurés, qui sont calliopisés, quoi. On voit tout de suite la différence, quoi. Sur le site, déjà, on le voit déjà carrément, hein. C'est la première image qu'on a, hein, en termes d'information, quoi, avant même d'échanger avec la personne. Et après, dans le discours, après, dans les documents, dans l'accueil, tout ça, la différence, elle est là, hein, aujourd'hui, Okay. quoi. Et en fait, celui qui n'est pas télépisé demain, bah, en fait, il n'aura pas lieu d'être, quoi. Voilà, on refera le bilan. On peut se revoir dans un an, si vous voulez. On se donne rendez-vous fin 2023. On refera le point. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir pris le temps. Merci à ceux sur le chat, notamment Laura et Marianne, et puis tous ensemble aussi. Je viens de voir que vous avez beaucoup échangé entre vous, donc c'est top. Ça sert aussi à ça nos webinaires. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve le mois prochain pour un sujet plus pédagogie. Donc, restez connectés à Digiformag. Et il y aura bien le replay sur Digiformag d'ici lundi. Donc, pareil, restez connectés. On vous partagera pour ceux qui n'ont pas pu assister à tout le live. Voilà. Merci Bernard. Merci Steven. Merci Émilie. Bon courage pour vos prochains audits. Merci. Voilà. C'est quand pour vous les prochains? Lundi. Ok, ça marche. C'est ça. Ok. Moi, c'est la semaine prochaine, donc ça va. Ok, bon, ça va. Demain, vous êtes off. Impeccable. Très bien. Eh bien, merci à tous et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.